Évidemment, faut qu'on commence le Tech Talk un jour ou l'autre. J'ai lancé la VOD, donc la VOD est partie, donc là, on peut commencer directement. Voilà. Alors, pour faire un petit résumé, aussi pour ceux qui regardent la VOD et puis pour qu'ils sachent un petit peu de quoi on va parler de Red Dead Redemption, de consoles de jeu, de RAM, donc de mémoire vive, on va parler également de Razer et de smartphone, de Nvidia avec la 1070 Ti, de AMD avec le Crossfire, et puis la prochaine génération des processeurs Ryzen, et on va également parler de USB 3.2 et de Elon Musk, et de transport rapide, voilà. Bref, on va commencer par Red Dead Redemption 2, on en avait parlé la semaine dernière, regardez ça, hop 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 hop, je vous avais dit que Rockstar allait faire une annonce dans le courant de la semaine, elle s'est faite jeudi, il me semble, ça s'est fait jeudi, et on a eu le droit à un deuxième trailer pour Red Dead Redemption 2, et je pense qu'on va le regarder ensemble, j'espère que vous êtes chaud. Je vais cliquer sur ce petit truc, on va se mettre en plein écran, vous allez voir. Peggy 18. Ça va être magnifique, on va faire ça comme ça. Ça ne marche pas, c'est très bien. Bah écoutez, hein, mon PC m'a dit non, tu ne feras pas ça, pas not today. On peut faire ça comme ça. Hop là, hop là. Ah bah oui, bah là c'est la fête, là c'est la fête à la saucisse, hein. Là c'est la foire à la saucisse, hein, clairement, qu'on se le dise. Effectivement, j'ai oublié d'allumer mon micro, donc je vous la refais, hein. Oh mon dieu, tout le monde s'affole. Le mec, attention, il mute son micro, ça tourne mal, le chat pète un câble. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que niveau graphisme, oui, c'est peut-être pas le truc le plus beau du monde, mais on est sur un monde ouvert, donc forcément les graphismes sont souvent moins beaux que sur un jeu solo, à monde fermé, etc., jeu couloir. Mais ensuite, là c'était un trailer qui était fait avec, à mon avis, des séquences de gameplay. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est effectivement le jeu va ressembler à ça. C'est pas un trailer genre fait avec le moteur du jeu, tout beau, etc. Voilà, voilà. Mais, il va y avoir des braquages de tous les côtés. Le chat s'est tellement énervé, tout à fait, le chat a pété un câble. Donc il va y avoir des braquages à mon avis de tous les côtés, monde ouvert, ça sort sur PC, c'est parfait. On va vraiment avoir un jeu GTA style dans le Far West. Et à mon avis il va être aussi bon que le premier. Voilà. Oui, les graphismes sont quand même pas dégueux, hein. Moi j'ai trouvé ça totalement acceptable. Voilà, qu'on se le dise. Bon, on va continuer. On va continuer avec... alors attendez que je me trompe pas de scène. Tac, tac, je pense que ça va être celui-là. On va continuer avec GoPro. Eh ben, je me suis trompé de scène. Voilà. Ah, je le savais, mais je le savais. Je le savais. Est-ce que j'ai un truc qui fit pour ça? Non, j'ai pas vraiment de truc qui fit pour ça, hein. Hein. Bon, je vais laisser le truc comme ça, on verra pas, mais c'est pas grave, parce que c'est une news très 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 rapide. C'est que GoPro a annoncé sa nouvelle caméra. Mais si, il sort sur PC, 10 sur 10. Regardez, attendez. Vous savez quoi? Red Dead Redemption 2 PC. On parle de la gueule du cheval quand même. Oui, le cheval avait une gueule un petit peu dégueulasse, mais bon, hein, on va pas, hein, voilà. Voilà, voilà. Alors. Eh, quoi, il sort pas sur PC? What the fuck? You kidding me? Oh, nique ta mère. Pétition a vu le jour pour demander une sortie de Red Dead Redemption 2 sur PC. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Mon Dieu. Mon Dieu. Pour l'instant, ça ne sort... Mon... Ils se foutent de notre gueule. Moi je le dis, ils se foutent de notre gueule. Seulement sur PlayStation 4 ou Xbox One. Vous pouvez pas faire ça, Rockstar. Vous pouvez pas faire ça. Je te le fais pas dire. Mais oui, les grands fils de pute, hein? Non, mais c'est pas possible. La première fois, ils avaient dit qu'il devait sortir sur PC. Là, ils le retirent du PC. Pourquoi? Paul K. Ça se trouve. Espérons qu'il fasse comme GTA V. Exactement, Gaucho. Espérons qu'il fasse comme GTA V, qu'il l'annonce en ce moment sur PlayStation 4 et Xbox One, et que
6 à 7 mois après, ils nous fassent une petite sortie PC aux petits oignons, avec des graphismes un petit peu mieux et tout, histoire que ce soit bien optimisé. Voilà. Voilà, je sais pas, qu'ils fassent quelque chose comme ça. Parce que là, ils peuvent pas nous laisser. Ils peuvent pas nous laisser la queue entre les jambes pareil, tu vois, c'est pas possible. Puis ouais, c'est possible que ce soit aussi pour en vendre plus sur console. Ça, les gens qui veulent y jouer vont forcément l'acheter sur console et après ils disent youhou, on le sort sur PC. Et comme ça, tu le rachètes sur PC. Yo. Bref. Bon, mis à part ça, j'en étais à GoPro. GoPro qui va sortir 2 nouvelles caméras. La GoPro 6, donc la Hero 6 qui, grosso modo, change pas grand chose par rapport à la Hero 5. Et la Fusion 360. C'est la Fusion 360 qui est intéressante, qui permet de faire des vidéos en SphéreX et de pouvoir choisir en post-prod après les meilleurs plans à mettre selon les différents points de vue. Voilà, voilà. Donc ça permet de filmer en 5.2K à 30 images secondes ou alors en 3K à 60 images secondes. Il y a différents modes d'enregistrement, etc. Et puis bien sûr, comme d'habitude, c'est résistant à l'eau jusqu'à 5 mètres, c'est résistant à la poussière, il y a des GPS, des accéléromètres, il y a une puce Wi-Fi si jamais vous voulez voir votre footage sur un téléphone ou ailleurs, il y a une puce Bluetooth, etc., etc. Et la Fusion 360 qui serait à peu près la nouvelle grosse annonce de GoPro coûterait environ 750 €. Puis ça sortirait le 5 novembre. Voilà. Ça fait quand même un petit peu mal au cul, mais bon. Mais c'est à mon avis quelque chose qui va permettre de faire des beaux courts-métrages, surtout en sport, etc. Ça va changer un petit peu la façon dont les choses sont filmées, en offrant plusieurs points de vue, etc., etc. C'est toujours aussi cher. Exactement. Oui, c'est toujours aussi cher. Alors ça, c'est bien évident. Bon, on va continuer avec... Là, je vais essayer de vous trouver un truc un petit peu plus... Non. Oui, celle-là. On va continuer avec la Atari Box. Oui. Vous avez... Bienvenue à PM. PM qui sponsor la chaîne également. Bienvenue à toi. Et on continue avec la Atari Box. Vous avez demandé que j'en parle. Et donc, j'en parle. La Atari Box qui, apparemment, pourrait revenir sur le devant de la scène. Et oui, elle avait été présentée en juin dernier. Et elle s'est dévoilée un petit peu plus récemment, donc dans cette semaine, elle s'est dévoilée un petit peu plus. On sait qu'il y aura certainement, ça tournera sous Linux, grosso modo, ce qui permettra d'utiliser une partie du catalogue Steam, voilà, pas tout le catalogue Steam, mais il y a quand même une partie du catalogue Steam qui tourne sur Linux. Pourquoi le truc de sub ne s'est pas lancé? Je vous le demande. Je vous le demande, très clairement. On va le répéter encore une fois. Ah, c'est juste parce qu'en fait, il est ultra long. Je pense que c'est juste pour ça. Donc voilà, et ensuite on a également le prix qui serait proposé entre 250 et 300 $. Donc voilà, ça va certainement être 300 $. Et voilà, on a l'annonce là qui pop. Ce stream vous est proposé par PM. Alors, regardez, je vais le mettre au-dessus. Tac, tac, tac. Et je vais le relancer, bien évidemment. Relançation, relançage, vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Donc, je sais plus exactement ce qu'on savait d'autre. J'ai lu une autre news qui nous disait que cette Atari Box serait... il y aurait de l'architecture AMD à l'intérieur. Ça serait AMD qui s'assurerait de fournir ce qui est processeur et carte graphique. Donc voilà. C'est ce qu'ils disent ici. C'est donc une somme assez élevée, parce que 300 $ c'est quand même assez cher. À mon avis, ça va arriver en France, ça va coûter 330-350 €. Donc c'est quand même vraiment cher. Ça se place à peu près au même prix qu'une PS4, voire même un peu plus cher qu'une PS4. Mais dedans, il y aurait un processeur AMD et une carte graphique Radeon. Donc à mon avis, ils vont utiliser un dérivé de processeur Ryzen et un dérivé de carte graphique Vega. Voilà. Et du coup, il y aura aussi possibilité de personnaliser sa console, parce que si c'est basé sur du Linux, forcément c'est un peu ouvert, puis vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc j'espère qu'on aura plus d'infos prochainement. Mais c'est quand même hyper intéressant comme annonce, parce que Atari, qui était une marque emblématique de console dans les années 80-90, revient après 20 ans d'absence. Quasiment 20 ans d'absence, ils reviennent avec une nouvelle console.
Moi, je trouve ça quand même fou. Moi, je trouve que c'est génial. C'est une très bonne initiative. Très bonne initiative. Et en plus, voilà, elle est quand même... Vous voyez l'image, elle a l'air quand même splendide. Genre assez fine, le petit l'avant avec en simili bois, le reste doit être un petit peu en simili métal, aluminium, etc. Avec les LED sur le devant, c'est genre... Elle a l'air super belle. Dans un salon, ça rend super bien. Putain, voilà. Vérifie que ton truc est bien intégré. Non, il est bien intégré, c'est juste que c'est super long du côté de Streamlabs pour afficher les alertes. Bref, on va continuer, on va parler de Corsair et de la RAM un petit peu. Donc hop, la RAM Corsair qui sort de la RAM RGB en blanc, donc c'est la Vengeance RGB, qui était jusqu'alors présentée en coloris noir avec les petits trucs RGB au-dessus. Eh bien, elle passe en blanc, elle a été annoncée, donc on va avoir des kits de RAM en DDR4 bien évidemment, du 16 Go à 128 Go, donc il y en a pour tous les besoins. Ça commence à 3000 MHz et ça va jusqu'à 3600 MHz, donc 3000, 3200, 3600. On a du voltage qui est à 1.34 pour cette RAM, et ça supportera à peu près toutes les plateformes employant de la DDR4, que ce soit chez Intel ou chez AMD, et comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment bien dans certaines configs. Si vous avez une config en noir et blanc, ou si vous voulez rajouter un petit peu de luminosité à votre config, ça peut être splendide. Voilà, ceux qui n'ont pas encore fait de... Ceux qui pensent à acheter un PC et puis qui ont un budget assez élevé, ça peut être une très très bonne option. Au niveau de la disponibilité, vous pouvez déjà les trouver, vous pouvez d'ores et déjà les trouver, et les prix vont de 214 € pour 16 Go à 1695 € pour 128 Go. Voilà, bon. Mais les premiers prix c'est 16 Go de RAM, 214 €, donc oui c'est de la RAM qui est chère, parce que généralement tu peux avoir 16 Go aux alentours des 160 €. Mais bon, si t'es rendu à mettre 200 € dans de la RAM, c'est que généralement t'as un budget qui est assez élevé, puis que tu veux un truc plutôt esthétique. Ah Sébastien, c'est dommage, effectivement, si tu viens de l'acheter en noir, l'info a pop genre avant-hier, il y a 3 jours. Donc effectivement c'est dommage, mais en noir elle est très bien aussi, en noir elle est super jolie. Et en continuant sur la RAM, on va parler de DDR5. Là, c'est genre, les mecs sont là, quoi, DDR4? On est déjà à la DDR5? Oui, on est déjà à la DDR5, et c'est apparemment le constructeur qui s'appelle Rambus, qui serait le premier à produire massivement de la DDR5 avec une production en masse dès 2019. Donc, faut pas s'en faire. La DDR4, c'est pas la fin de la DDR4, vous inquiétez pas, il y a encore des beaux jours pour la RAM DDR4. Elle va continuer à être vendue, à être produite, etc. Vous pourrez l'utiliser encore super longtemps dans vos systèmes. Il va se passer à mon avis encore 3-4 ans avant qu'on passe réellement à l'utilisation de la DDR5. Mais généralement ce qui se passe, c'est que on a une nouvelle génération qui arrive de RAM, comme il s'est passé pour la DDR3 et la DDR4, ben ça va faire la même chose pour la DDR4 et la DDR5. La DDR5 commence à être produite, tac tac, ça commence à être produite, 2019, tranquillement. Les gens vont commencer à faire des systèmes qui acceptent de la DDR5, c'est-à-dire que Intel va commencer à travailler sur des processeurs qui gèrent la DDR5, etc., etc. Et quand tout sera prêt, ça sera peut-être en 2020-2021, peut-être pas avant. À mon avis, ça sera pas avant. Il y aura les premiers systèmes qui vont sortir avec le support de la DDR5. Puis là, les gens qui vont faire des PC à cette époque-là vont peut-être commencer à acheter un petit peu de DDR5. Et d'ici 2023-2024, ben voilà, la DDR5 sera dans le marché et puis tout le monde en achètera. Mais vous voyez qu'une transition comme ça, une transition de technologie et de génération, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que eux, ils vont commencer la production, ensuite Intel, AMD et tout ça vont commencer l'intégration de la DDR5 pour leurs processeurs et leurs cartes mères. Ensuite, il faut que ça arrive sur le marché et que les gens commencent à acheter, blablabla. Bla bla bla. Donc, même si tu pourras avoir des barrettes de RAM certainement en DDR5 en 2020 sur le marché, à mon avis, il y aura quasiment personne qui va en acheter. Donc, par rapport à la DDR4 actuelle, ce que ça change, parce que c'est ça qui est intéressant au final, qu'est-ce que ça change? On aurait une bande passante qui passerait à 51 GB, donc gigaoctets par seconde, contre 25,6 pour la DDR4. Donc on double la bande passante au niveau de la mémoire. Et également on diminue le voltage, donc ça c'est pas dégueu. On chuterait à un voltage qui serait à 1.1 V contre 1.2 pour la DDR4. Et en plus, la régulation du voltage se ferait directement par la RAM et non par la carte mère. Donc ça serait la RAM qui gérerait elle-même son voltage et sa puissance directement,
plutôt que ce soit le contrôleur mémoire de la carte mère qui gère le voltage de la RAM. Ce qui se fait à l'heure actuelle. Et à mon avis, ça permettrait d'avoir moins d'intermédiaires au niveau de la chaîne de puissance pour la RAM, si c'est directement elle qui gère sa propre énergie et sa propre consommation, c'est mieux que si c'est un intermédiaire qui le fait et un autre qui le fait. CF, la carte mère. Mais bref, c'est loin. Mais on a les premières infos là-dessus. Autre info très intéressante, enfin, plutôt, je dirais que c'est pas intéressant, mais je dirais que c'est un petit peu inattendu, c'est le Intel Core i9 7980XE, donc le monstre de chez Intel qui a 18 cœurs, donc qui est sorti assez récemment, donc série Skylake X sur je crois que c'est du chipset X299, donc qui est sorti assez récemment, qui a été benché pas mal, qui a été overclocké pas mal, j'ai vu beaucoup de vidéos de review de ce processeur-là, donc 18 cœurs, 36 fils de calcul, il a été overclocké à 6.1 GHz, et quand on était rendu à 6.1 GHz, la conso du PC en lui-même a grimpé à 1000 watts. Voilà, 1000 watts. Parce qu'en même temps, mettre 6.1 GHz sur 18 cœurs, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, le processeur tout seul, overclocké à 5.5 GHz, avec sur ses 18 cœurs, il affichait quelques 840 watts de consommation. Quand on est passé à 6.1, ça grimpe à 1000 watts. Voilà. En même temps, vous mettez, imaginez chez vous, vous overclockez votre i7, il a 4 cœurs. Vous le mettez à 4.5, 4.6 GHz. Déjà, sa conso passe de 120 watts à 180 watts. Alors que vous êtes que sur 4 cœurs. Là, imagine-toi, tu as 18 cœurs, tu passes les 18 cœurs de genre 2.6 à 6.1, parce que la fréquence de base du 7980XE, c'est pas 4 GHz, hein, c'est pas du tout 4 GHz. Sa fréquence de base, je crois qu'elle est aux alentours des 2.8, 3.2. C'est un truc comme ça. Genre, je pense que sa fréquence stock, c'est 2.8 GHz. Je sais pas exactement, il faudrait que je recheck, mais c'est une fréquence qui est assez basse. Parce que comme il y a beaucoup de cœurs, généralement les fréquences sont plus basses. Alors si tu overclockes tous les cœurs à plus de 6 GHz, grosso modo tu viens de doubler la fréquence sur chacun des cœurs, bah clairement au niveau de la consommation ça explose quoi. Voilà. Donc le CPU a été délide pour ce petit exploit, et il était aussi refroidi sous azote liquide. Voilà. Voilà. Bon bref, je peux vous dire qu'avec ça, hein, le mec il a quand même fait un score plutôt pas dégueu sur Cinebench. Voilà, 5635 points sur Cinebench R15, alors que le Threadripper de chez AMD, le 1950X, OC à 5.4 donnait 4514. Voilà, sur le même test. Bref, 1000 watts. C'est certainement le seul moment où une alimentation de 1300-1500 watts est utile. C'est le seul moment. 2.6 GHz pour la fréquence de base au niveau du i9 7980XE. Donc on est sur une fréquence de base à 2.6 GHz. 2.6 GHz sur 18 cœurs, vous passez à 6.1. 6.1. Est-ce que vous vous rendez compte? À mon avis, non. Mais c'est pas grave. On va continuer avec Razer. Si je trouve un bon truc. Est-ce que celui-là c'est cool? Hein, celui-là peut-être. Ouais, ça va. Razer. Ou peut-être celui-là? Ouais, peut-être celui-là. Non, celui-là? Oui, peut-être celui-là. Oui, celui-là. Ah non, ça passe pas. Ça ne passe pas tout à fait. On va continuer avec celui-là. Razer qui a annoncé qu'il allait entrer sur le marché des smartphones pour les professionnels, grosso modo, avec un appareil qui serait orienté pour le jeu. Donc en gros, ça a été confirmé la semaine dernière lors d'une conférence de presse ou quelque chose comme ça. Le CEO de Razer a dit on va aller sur le marché mobile et des smartphones avec un appareil qui sera orienté pour le jeu vidéo. On n'a aucune information autre que ça. C'est tout ce qu'il a dit. C'est le seul truc qu'il a dit grosso modo. Mais ça veut en dire long.
C'est-à-dire Razer qui va se mettre à faire des smartphones, c'est quand même pas une mince affaire. Et je pense qu'ils vont faire des smartphones qui vont être genre focus sur le jeu, il va y avoir une énorme puissance de calcul dans le téléphone. Et s'ils font des smartphones à l'image de leur PC portable, il y a moyen que ce soit le genre de téléphone qui rivalise avec Samsung, je pense, avec Samsung, avec certainement OnePlus et même potentiellement avec les iPhones. Voilà. Et qui fasse un truc qui soit vraiment, vraiment, vraiment bon. On ne sait pas vraiment quand ça va sortir, je pense pas qu'ils aient donné une date, mais on sait qu'ils travaillent là-dessus. Donc news assez intéressante en soi. Ensuite, on va continuer avec des prix. Alors ça va pas vous faire plaisir, mais apparemment jusqu'à Noël, le prix des cartes graphiques Nvidia va continuer de monter à cause des problèmes de stock. Donc en septembre déjà, le prix a augmenté. Donc depuis le début de l'année, je pense que c'est depuis février, le prix des cartes graphiques a fait que monter, 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 monter. Et cette hausse va continuer jusqu'en décembre, notamment à cause d'une à cause d'une rupture de stock au niveau de la VRAM et à une demande qui est constamment en hausse. Donc apparemment on aurait un problème de stock au niveau de la VRAM qui est utilisée sur les cartes graphiques, ce qui fait que problème de stock, demande en hausse, forcément les prix montent, forcément. C'est une simple loi de marketing. Quand la demande est haute mais que les stocks sont bas, les prix montent parce que c'est dur de s'en procurer, c'est rare et du coup ils peuvent se permettre d'augmenter les prix parce que les gens continueront à acheter quand même. Et c'est certainement le minage de crypto-monnaies qui est à l'origine de ça. Parce que vous savez, depuis janvier, grosso modo, la crypto-monnaie et le minage de crypto-monnaie a le vent en poupe, tout le monde se met à miner de l'Ethereum et du Bitcoin de tous les côtés, et du coup pour ça il faut des systèmes avec plein de GPU, parce que plus tu as de GPU, plus ça mine vite. Donc il y a plein de gens qui achètent moult GPU, qui investissent, etc. pour avoir des systèmes avec 10, 15 cartes graphiques qui minent toute la journée. Le problème, c'est que ça crée des pénuries. Voilà. La demande de GPU Nvidia pour le mining reste plus forte que prévu. Et c'est pour ça que les prix ont tendance à augmenter. Les cartes auraient augmenté de 25% et ils continueraient de monter jusqu'à Noël. Donc voilà. À la limite, si vous voulez acheter une carte, achetez-la maintenant. Parce que sinon, à Noël, ça sera certainement plus cher. Tous les GPU, les GPU bas de gamme sont moins affectés. Je pense que les GPU les plus affectés, donc déjà c'est AMD. AMD sont les plus affectés. Tout ce qui est RX 480, 570, 580, même les GPU Vega, je pense, sont affectés. Et chez Nvidia, ça commence, je pense, à la 1060. Tout ce qui est 1060, 1070, 1080, c'est pas mal affecté. Si vous descendez en dessous, 1050 Ti, ça sera moins affecté. Voilà. On va continuer avec AMD qui décide d'arrêter le support du quad GPU avec les cartes graphiques RX Vega. Donc il se la joue un petit peu avec comme Nvidia avait fait. Nvidia avait dit on ne supportera plus le multi-GPU avec 4 cartes ou 3 cartes. C'est-à-dire que le SLI 4-way ou 3-way n'est plus supporté par Nvidia. Sauf exception. Et encore là, c'était hyper compliqué, il fallait une espèce de clé, etc. Bref, c'était le bordel. Mais en grosso modo, Nvidia avait dit fuck it, le SLI ça restera 2 cartes et seulement 2 cartes. Et ben là, AMD fait à peu près la même chose et dit fuck it, les quad GPU ça marche pas avec les Vega, on va rester à 2 GPU ou 3 GPU, mais 4 GPU non, on supporte plus. Vega ça supportera plus. Voilà. Et de la même façon, AMD, ils abandonnent le nom Crossfire. Le brand, la marque Crossfire est abandonné par AMD au profit de MGPU, donc pour Multiple GPU. Donc en gros, Crossfire c'était un peu le bordel avant, t'avais du Crossfire entre tout et n'importe quoi, t'avais du Crossfire X, t'avais du Crossfire non X, le Crossfire ça marchait entre un chipset intégré à ton processeur, à ton APU AMD et une carte graphique dédiée, ça marchait entre deux cartes graphiques AMD mais pas forcément de la même génération, avec un bridge, avec un pont entre les deux pour faire la connexion. Le Crossfire X, ça marchait, mais c'était sans pont parce que c'était directement via les lignes PCI Express, etc., etc. Là, avec DirectX 12 et la possibilité de faire du multi-GPU explicite, c'est-à-dire entre tout et n'importe quoi, avoir le mot Crossfire pour désigner ça, il disait genre non, c'est trop le bordel. C'est trop le bordel.
on va pas faire ça. Avec DirectX 12, on abandonne le mot Crossfire. Crossfire, à la limite, ça peut s'appliquer seulement aux titres qui tournent sur DirectX 11, mais Crossfire, non. Avec DirectX 12, c'est mort, on n'utilisera plus le mot Crossfire, on utilisera le mot multi-GPU. Point, point, et c'est tout. Voilà. Même si oui, Crossfire, comme vous pouvez le dire, c'était un mot plutôt stylé. Ça sonne bien, ça sonne Crossfire. Voilà. Mais bon. Ben voyons, rupture de stock comme s'ils anticipent pas. Comme s'ils anticipent pas Nvidia du fric, du fric, du fric. Ah ouais, bah je pense qu'au début, ils ont vraiment été pris à dépourvu. Genre sur les premiers mois du mining, où le minage a augmenté et où les cartes ont commencé à se vendre comme des petits pains, je pense que là, ils ont vraiment été pris à dépourvu. Genre entre janvier et avril, ils ont vraiment été pris à dépourvu. Mais maintenant, là, c'est sûr qu'à mon avis, ils le savent que ça va continuer, puis genre ils continuent à laisser les prix monter juste parce que ça leur fait plus d'argent. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ces, pour ces news concernant AMD. On va continuer avec, on va continuer avec encore Coffee Lake et le Intel Core i7 8700. Donc là, c'est par rapport à des benchmarks qui l'ont positionné plus rapide que le i7 7700K et que le i7 7800X à la même vitesse, aux mêmes vitesses et aux mêmes fréquences. Donc niveau sortie des processeurs, c'est toujours pour le 5 octobre ou le 6 octobre. On sait toujours que ça va être sur des chipsets Z370. On sait également qu'il y a également les Core i5 8600 qui vont sortir. Ça, tout ça, on a déjà vu les caractéristiques des prochains processeurs Coffee Lake. On en a déjà parlé. Je ne vais pas vous les répéter une nouvelle fois. On va plutôt directement aller au benchmark qui l'oppose au 7700K et au 7800X. Donc ils sont tous à grosso modo 4.2 GHz, 4.3 GHz. Le 7700K, c'est un 4 cœurs avec hyperthreading. Le 7800X, je pense que c'est un... Techniquement, le 7800X, c'est un... On va checker. Combien de cœurs a le 7800X? 6 cœurs, 12 threads. Donc c'est à peu près comme le 8700K. C'est-à-dire que là, on a le premier, celui Kaby Lake standard, 7700K. 4 processeurs physiques, 8 fils de calcul. Le Coffee Lake qui va sortir, 8700K. 6 cœurs physiques, 12 fils de calcul. Et le 7800X qui était sorti auparavant sur plateforme professionnelle, donc c'était sur du X 99 ou 299, je ne sais plus. 6 cœurs physiques et 12 fils de calcul. Et donc apparemment, bah, du coup, le nouveau processeur Coffee Lake, comme vous pouvez le voir par exemple ici, là, sur ces différents benchmarks, là on a différents benchmarks, SuperPI, WPrime, WinRAR, 7zip, etc., etc. Il affiche des scores quasiment, toutes les fois quasiment plus élevés que le 7800X. Quasiment toutes les fois. C'est pas toujours le cas, mais quasiment toutes les fois. Sur Cinebench, on est un peu au-dessus, que ce soit en single thread, on est au-dessus, mais en multi, on est légèrement en dessous. Sur Blender, on est un tout petit peu en dessous. Sur 7zip, on est au-dessus. Sur X-Ray également. Sur Sendra, on est au-dessus. En jeu, sur 3D Mark, on est au-dessus. Que ce soit en Physics Score ou en Graphics Score, on est au-dessus. Sur TimeSpy, donc du DX12, on est au-dessus également. Donc il semblerait que ce 8700K soit quand même un bon processeur par rapport à la génération actuelle de chez Intel. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça va quand même être un truc vraiment pas dégueu. Parce que si il arrive à battre le 7800X, qui est censé être une gamme semi-pro avec 6 cœurs, bah, quasiment plus personne va acheter de 7800X, parce que les cartes mères coûtent plus cher, etc., etc. Donc ils vont se rabattre sur le 8700K. Le 8700K, non, c'est plus qu'un Ryzen 1600, c'est plus qu'un Ryzen 5 1600. C'est un peu plus que ça. Parce que en single, en performance simple core, il est meilleur que les Ryzen 5 1600.
bien meilleur que le Ryzen 5 1600. En multicœur, ça se rapproche, c'est entre un Ryzen 5 1600 et un Ryzen 7 1700, mais en single core, c'est plus haut qu'un Ryzen 5 1600. Voilà. Bon, on va continuer avec AMD. Des news d'AMD et le futur d'AMD, le futur des processeurs, qu'est-ce qui arrive en 2018 et en 2019 pour AMD. On en parlait la semaine dernière. Je vous avais dit Zen 2, ça arrive en 2018. J'avais pas totalement tort, mais j'avais pas totalement raison non plus. On va pas appeler ça Zen 2. 2018, ça sera pas Zen 2. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, voici la roadmap d'AMD pour 2017, 2018, 2019, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, 2017, on est sur les processeurs Zen, appelés Summit Ridge, au niveau des CPU pour bureau. Au niveau des APU pour mobile, PC portable ou aussi bureau, donc parce qu'il y en a qui sont sortis, on est sur Bristol Ridge. Donc Bristol Ridge, c'est la génération, c'est ce que vous connaissez, c'est les A10, les A12, etc. En 2018, on va avoir la sortie de Raven Ridge. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça va être basé sur l'architecture Zen. Donc ça va être basé sur Summit Ridge, architecture Zen, et ça va être des APU. Donc on aura des processeurs qui auront jusqu'à 8 fils de calcul avec Zen, mais avec une partie graphique et un chipset graphique intégré basé sur Vega 11. Et ça sera du AM4, du socket AM4. Voilà. En parallèle à ça, on va avoir en 2018 l'évolution de Zen. Ça sera toujours Zen, donc ça sera basé sur l'architecture Zen, ça sera pas Zen 2, ça sera basé sur l'architecture Zen, et ça s'appellera Pinnacle Ridge. Et ça sera gravé en 12 nanomètres, il me semble, je pense que c'est ceux-là qui vont être gravés en 12 nanomètres, et qui vont juste être une amélioration des performances par rapport au processeur Zen actuel. Ça va être basé sur la même architecture, etc., etc. Par contre, en 2019, du côté des processeurs pour bureautique, on va passer sur le codename, donc le nom de code Matisse. Et Matisse, ça va être toujours du socket AM4, mais là, on va être basé sur une nouvelle architecture Zen, donc Zen 2. Donc c'est ce que je disais la semaine dernière, sauf que je pensais que ça allait arriver en 2018. Mais en 2018, on va avoir une espèce de génération tampon encore basée sur Zen, avant d'avoir vraiment la nouvelle génération et le renouvellement de l'architecture. De la même façon qu'Intel fait nouvelle gravure, refresh de cette génération-là, et encore nouvelle gravure, bah là c'est pareil, AMD prend un peu le même schéma. Donc Zen 1, refresh de Zen 1, boom Zen 2. 14 nanomètres, 12 nanomètres, 7 nanomètres. Donc en 2019, Zen 2, la nouvelle architecture, devra certainement être gravée en 7 nanomètres. Donc là, on va certainement avoir aussi un gap au niveau des performances. On aura certainement une bonne amélioration des performances. Et du point de vue des APU, eh bien, on va évoluer vers Picasso. Picasso sera basé sur l'architecture de Raven Ridge, mais on aura une amélioration des performances. De la même façon qu'entre Pinnacle Ridge et Summit Ridge, on a eu une amélioration des performances, mais c'était basé sur la même architecture Zen, bah Picasso va se baser sur l'architecture Raven Ridge, qui est aussi du Zen, mais on va avoir une amélioration des perfs. Donc voilà un petit peu dans un tableau ce que ça donne. Zen, Zen, hop, Matisse, Zen 2, 14 nanomètres, 12 nanomètres, 7 nanomètres. Et au niveau de Raven Ridge et Picasso, tous les deux basés sur Zen, 14 et 12 nanomètres. Voilà. C'est un petit peu pour la roadmap de AMD. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et que ça vous intéressera et que vous allez vous hyper pour... moi je suis très hypé pour Matisse, plus que pour Pinnacle Ridge. Matisse là, ça, à mon avis, ça va être fou. Ça va être fou. Ensuite, on a les premiers benchmarks sur Forza 7 en DX12 qui va sortir, je pense que ça sort demain, non, c'est le 3. Donc ça sort mardi. Mardi, le 3 octobre, on a Forza 7 qui sort sur PC. Et apparemment, la RX Vega 64 défonçait la GTX 1080 Ti sur DX12 seulement. Donc on aurait une amélioration donc, de 23% des performances sur la RX Vega 64 par rapport à la 1080 Ti en DX12 essentiellement. Et même la Vega 56 serait meilleure que la 1080 Ti, toujours sur DX12, comme vous pouvez le voir ici. 136 fps en 1080p, 127 et 111 pour la 1080 Ti. Ce qui est quand même un énorme gap. Voilà. Et quand on passe on est en 2K, en 1440p,
on a toujours l'avantage pour la RX Vega 64. Et la 56 vient se placer entre la 1080 Ti et la 1080. Donc la 56 reste vraiment pas dégueu sur ce jeu-là. Et en 4K, en 4K, là par contre, la 1080 Ti repasse devant. Voilà. Mais c'est seulement en 4K que la 1080 Ti repasse devant. Certainement à cause de sa mémoire ultra rapide. Je pense que c'est essentiellement à cause de ça. Voilà. Ensuite, toujours AMD Vega. Je vous parlais de la semaine dernière des cartes custom qui seraient repoussées pour Vega, qui sortiraient seulement fin novembre. Alors c'est certainement le cas. J'ai vu un test d'une première carte Vega custom par Asus Strix, donc Republic of Gamer, RX Vega 56 je crois ou 64, Strix Edition de chez Asus. Et apparemment il semblerait que du côté de MSI et de Gigabyte, ils annulent leur production de cartes custom pour RX Vega 64. Donc seulement pour RX Vega 64. Ils vont certainement produire des cartes graphiques custom pour RX Vega 56, mais pas pour RX Vega 64. Donc ces deux marques, que sont Gigabyte et MSI, vont proposer aucune carte custom pour les RX Vega 64. Et ils préfèrent en fait se focus et se concentrer sur la sortie de la GeForce GTX 1070 Ti. Donc apparemment il y aurait des problèmes, il y aurait des problèmes au niveau de Vega 64 pour ces deux constructeurs. Et du coup, plutôt que d'offrir des cartes custom pour Vega 64, parce que comme ils ont beaucoup de problèmes pour les faire, ils se disent ok, on va juste abandonner les cartes custom en Vega 64 et se concentrer sur la sortie de cartes custom pour la 1070 Ti. Voilà. C'est sûrement un move très intelligent de leur part parce que la 1070 Ti va à mon avis bien mieux se vendre que Vega 64, mais bon. Voilà. Donc on aurait d'ailleurs les premières cartes. On aurait les premières cartes. Alors. Voilà différents commentaires de différents constructeurs par rapport au custom RX Vega. Donc les modèles custom des RX Vega sont déjà développés et sont prêts à être lancés. La compagnie attend les GPU d'AMD, mais ils ne peuvent pas donner d'estimation sur combien ils vont faire de modèles de RX Vega 56 différents. Le deuxième constructeur dit AMD est toujours hyper concentré sur leur modèle de référence. Cependant, la disponibilité et les quantités sont toujours un problème majeur et causent d'énormes problèmes et d'énormes délais pour les modèles custom. On n'a aucune date pour les modèles custom et on n'a aucune date de disponibilité pour les modèles custom. Ça c'est constructeur B. Constructeur C qui disait on n'a aucune spec finale et aucune date de lancement pour les designs custom. On attend toujours les GPU, les cartes graphiques de la part d'AMD d'être reçus. Et en gros, ils pensent qu'ils n'auront aucune carte prévue et prête d'ici mi-octobre. En gros, ils attendent les cartes de la part d'AMD qui a un problème de stock, etc. Et le dernier constructeur qui dit qu'ils attendent également les chipsets graphiques de la part d'AMD et ils n'ont fait aucun commentaire sur les designs custom. Donc, comme vous pouvez le voir, niveau Vega, les cartes custom, ça va pas très fort et on sait pas quand ça va sortir. Parce que AMD est en grosse dèche d'un point de vue des stocks, les constructeurs ont aucune spécification, peuvent pas travailler là-dessus, etc. Il y en a qui sont prêts et qui attendent juste de recevoir les chipsets graphiques, d'autres sont pas prêts du tout, enfin bref, voilà. Donc du coup, face à ça, MSI et Gigabyte se sont dit ok, on abandonne les modèles custom pour Vega 64, on va se concentrer sur la 1070 Ti. Point. Voilà. Ensuite, en parlant de la 1070 Ti, on va continuer à parler de cette magnifique carte qui va sortir le 26 octobre. Je vous avais dit début novembre et au final, elle va sortir le 26 octobre. Donc dans moins d'un mois, on aura la GTX 1070 Ti qui va sortir
à un prix annoncé de 430 $. Et oui, tout ça pour contrer la RX Vega 56 qui à cette date-là n'aura toujours pas de modèle custom. Ça sera toujours des modèles de référence qui seront certainement en rupture de stock et du coup Nvidia vient sortir une nouvelle carte directement pour tacler AMD comme ça. Voilà. Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc 430 $, ça va certainement être annoncé lors d'une conférence de presse Nvidia. Je pense que ça va être au début réservé avec des cartes de référence. Comme vous pouvez le voir, je pense que Nvidia va garder l'exclusivité pendant 1 à 2 semaines avec une Founders Edition. Et ensuite, elle sera dispo partout, chez tous les différents fabricants. Et ils vont sortir des cartes custom, etc. Des designs custom, MSI Gaming X, Asus ROG, etc., etc. Par contre, au niveau des prix, je pense que nous, ça va être 450, 460, voire même 480, 500 €. Donc quand même assez cher. Et au niveau des specs, ben, on les sait, on les connaît, on en a parlé la semaine dernière. Très très proche de la GTX 1080. Bien plus proche de la GTX 1080 que de la GTX 1070. Donc ça va venir un petit peu se rapprocher de la GTX 1080. Moi je pense que la 1080 va devenir un petit peu plus obsolète et qu'il faudra mieux acheter une 1070 Ti. À voir, à voir. Donc voilà, ensuite, après cette news, on va parler également USB. Alors, USB 3.2. USB 3.2. La nouvelle norme, la nouvelle spécification d'USB qui est passée. Et qui maintenant, on est toujours sur du type C. Hein. Et apparemment, ça va doubler la bande passante par rapport à l'USB type C. Voilà, grosso modo, ici, un petit résumé des avantages et des améliorations par rapport à l'USB 3.0 de l'USB 3.2. Donc on aurait 2 lignes d'opération qui seraient possibles en utilisant les USB type C actuels. On aurait toujours la technologie Super Speed USB. On aura également des petits updates au niveau des adresses. Et sinon, alors attendez, on aurait quoi d'autre? Touk. Would expect to obtain the full benefit of this performance must be used. Ah ok, donc oui, effectivement, pour tirer parti de la norme USB 3.2, il faudrait utiliser un appareil certifié USB 3.2 avec le câble USB type C approprié, donc qui serait super speed avec une norme USB à 10 gigabits par seconde. Et ensuite, tac. Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, donc 2 lignes d'opération en utilisant les USB type C actuels et jusqu'à 2 GB par seconde en transfert. Donc ça serait 2 gigaoctets, c'est ce qu'ils disent. Ils disent 2 GB et non 2 gigabits. Donc 2 GB par seconde en transfert sur 2 lignes différentes. Donc ça ferait en gros 2 gigaoctets par seconde sur 2 lignes différentes. Alors. Voilà, c'est ça. Ça double la bande passante de l'USB type C actuel. Donc c'est quand même vraiment pas dégueu. Ce qui est vraiment pas dégueu. Et la dernière news qu'on a cette semaine concerne Elon Musk. Elon Musk qui veut proposer d'utiliser ses navettes spatiales SpaceX afin de faire voyager les personnes autour de la Terre, c'est-à-dire comme moyen de transport terrestre. En gros, c'est ce qui est proposé ici. Donc il veut que vous puissiez voler partout dans le monde en moins d'1 heure. Notamment en utilisant les roquettes qu'ils utilisent pour aller sur Mars. Il veut utiliser ces mêmes fusées pour le transport terrestre et du coup déplacer les personnes d'un point A à un point B sur la Terre, pas forcément pour aller dans l'espace. Donc en gros,
Il lance la prédiction comme quoi ces roquettes seraient capables de déplacer les personnes de New York à Shanghai en seulement 39 minutes. New York-Shanghai, c'est une distance énorme. Je pense qu'il faut environ 15 heures d'avion pour faire New York-Shanghai ou quelque chose comme ça. C'est hyper long quand même. Et lui, il dit, on mettrait moins de 39 minutes. On mettrait en gros 39 minutes. Donc comment ça marche? Comment ce truc pourrait marcher? Eh bien, ce qu'il propose, il y a même une vidéo qui est sortie, une vidéo concept qui est sortie, qui montre un peu comment ça marcherait. Donc, les passagers seraient montrés dans un ferry, qui les amènerait sur la plateforme de lancement à New York. Donc une petite plateforme de lancement qui sera à New York. Et ensuite, ils monteraient dans la fusée. Donc à peu près une fusée qui serait similaire à ce que le Falcon 9 propose à l'heure actuelle. Et ça prendrait environ 30 minutes pour voyager de New York à Shanghai. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça prend 15 heures à faire. On atteindrait une vitesse de 18 miles par heure, donc ce qui fait environ 27 km par heure. Voilà, 27 000 km par heure, pas 27, sinon 27 vous mettriez 3 ans à aller jusqu'à Shanghai. Non, 27 000 km par heure avec cette fusée. Et comme ils arrivent à réutiliser les fusées, etc., à les faire atterrir, il n'y aurait pas de souci. Genre ils pourraient réutiliser leurs fusées, refaire le plein de gasoil, etc., et repartir. Donc la vidéo, je vous invite à la voir. Elle est hyper impressionnante. Je sais pas si je peux la montrer parce que je pense que c'est copyrighté d'un point de vue des musiques. Je peux couper le son. Mais c'est hyper impressionnant. Et il prédit ça. Et tout ce que Elon Musk a prédit pour l'instant, ça a l'air de pas mal se réaliser. Ça a quand même l'air de pas mal se réaliser. Donc on peut lui faire confiance certainement là-dessus également. À un jour, certainement dans les prochaines années, ça sera possible et on pourra voyager à cette vitesse-là. Voyez hop, vous êtes amené en ferry sur une petite plateforme, vous avez une fusée SpaceX qui vous attend, vous montez dedans, ça décolle, ça met 39 minutes, c'est parfait, c'est nickel, tout va bien quoi. Genre le truc décolle, c'est la folie quoi. C'est la folie. Bon forcément c'est une vidéo concept, hein, c'est des images de synthèse et de la 3D. Ça va dans l'espace, pop pop pop, ça repart, ça se détache. Comme une fusée normale en fait. Il y a forcément une partie que tu perds puis que eux récupèrent après. Et après ça arrive à Shanghai, tac, ça atterrit, les passagers débarquent, etc. etc. Voilà. Et là il y a les temps, ils balancent les temps quand même. Ils balancent les temps. Ça permettrait de faire Hong Kong-Singapour en 22 minutes. Pas mal. Los Angeles à Toronto en 24 minutes. Bangkok à Dubaï en 27 minutes. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? New York à Paris en 30 minutes. C'est insane. J'ai raté l'USB, oui t'as raté. USB 3.2 pour te résumer, ça double la bande passante par rapport à l'USB type C actuel en 3.1. On est sur du 2 gigaoctets par seconde en vitesse de transfert et la possibilité d'utiliser 2 lignes de transfert à la place d'une. Voilà. Et là on est passé sur Elon Musk qui veut révolutionner les avions et les transports aériens en utilisant des fucking fusées de SpaceX. Voilà. Voilà. Donc on est quand même sur un truc pas dégueu, hein. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour cette semaine, les amis. C'est tout ce qu'on a pour cette semaine. Et oui, c'est tout ce qu'on a pour cette semaine. Ce qui est quand même... Il y avait quand même des news plutôt pas mal. La date de sortie précise pour la GTX 1070 Ti, l'annonce de Red Dead Redemption 2, les prédictions d'Elon Musk par rapport en transport aérien, l'USB 3.2, la sortie imminente du 8700K et les derniers benchmarks. Faudra supporter les 9G à l'accélération, effectivement, je pense qu'ils trouveront un système pour combler ça en fait. Je pense qu'ils trouveront un système pour combler ça. Les nouveaux pros de chez Zen et de chez AMD qui vont sortir en 2018-2019, il y a quand même pas mal de belles news. Je trouve ça pas ça révolutionnaire car si ça marche au pétrole, déjà qu'on commence à être en pénurie, alors là ce sera pire, c'est pas faux. C'est un excellent point et je pense que SpaceX y a pensé. Je pense qu'ils vont y penser. Parce que je pense que eux non plus, c'est pas dans leur intérêt de proposer quelque chose qui fonctionne essentiellement au pétrole.
Surtout vu ce qu'ils font et vu ce qu'ils prônent. Ils sont aussi très énergie renouvelable et futur, et ça m'étonnerait qu'ils utilisent 100% du pétrole. Voilà. Sauf que c'est l'hydrogène. Habile. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.